The Vampire Diaries, The Awakening. Chapitre 1. 4 septembre. Cher journal. Quelque chose de terrible va se passer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est fou. Il n'y a aucune raison pour moi d'être bouleversé et toutes les raisons pour que je sois heureux, mais me voilà à 5h30 du matin, réveillé et effrayé. Je n'arrête pas de me dire que c'est juste que je suis tout foiré du décalage horaire entre la France et ici. Mais cela n'explique pas pourquoi je ressens tellement peur. Tellement perdu. Avant-hier, alors que tante Judith, Margaret et moi revenions du aéroport, j'ai eu une sensation étrange. Quand nous avons tourné dans notre rue, j'ai soudain pensé, maman et papa nous attendent à la maison. Je parie qu'ils seront sur le porche ou dans le salon en regardant par la fenêtre. Ils ont dû me manquer tellement. Guillemets double. Je sais, cela semble totalement fou, mais même quand j'ai vu la maison et le porche vide, je me sentais toujours comme ça. J'ai couru les marches et j'ai essayé la porte et frappé avec le heurtoir. Et quand tante Judith a déverrouillé la porte, j'ai fait irruption à l'intérieur et s'est juste tenue dans le couloir à écouter, s'attendant à entendre maman descendre les escaliers ou papa appelle de la tanière. Juste à ce moment, tante Judith laissa une valise s'écraser sur le sol derrière moi et poussa un énorme soupir et a dit, nous sommes à la maison. Et Margaret a ri, et le sentiment le plus horrible que j'ai jamais ressenti dans la vie est venu sur moi. Je ne me suis jamais senti aussi complètement perdu. Maison. Je suis à la maison. Pourquoi cela ressemble-t-il à un mensonge? Je suis né ici à Fells Church. J'ai toujours vécu dans cette maison, toujours. C'est mon même vieux chambre, avec la marque de brûlure sur le plancher où Caroline et moi avons essayé de nous faufiler des cigarettes en 5e année et nous sommes presque étouffés. Je peux regarder par la fenêtre et voir le gros coin mat et les gars sont montés pour organiser ma soirée pyjama d'anniversaire il y a 2 ans. C'est mon lit, ma chaise, ma commode. Mais pour le moment, tout me semble étrange, comme si je n'appartenais pas ici. C'est moi qui n'ai pas à ma place. Et le pire, c'est que je sens qu'il y a un endroit auquel j'appartiens, mais je ne peux tout simplement pas le trouver. J'étais trop fatiguée hier pour aller en orientation. Meredith a pris mon emploi du temps pour moi, mais je n'avais pas envie de lui parler au téléphone. Tante Judith a dit à tous ceux qui ont appelé que j'avais le décalage horaire et que je dormais, mais elle m'a regardé au dîner avec un drôle de regard sur son visage. Mais je dois voir la foule aujourd'hui. On est censé se retrouver sur le parking avant l'école. Est-ce pour ça que j'ai peur? Ai-je peur de? Elena Gilbert a arrêté d'écrire. Elle regarda la dernière ligne qu'elle avait écrite puis secoua la tête, stylo survolant le petit livre à la couverture de velours bleu. Puis, d'un geste soudain, elle leva la tête et ont jeté un stylo et un livre à la grande baie vitrée, où ils ont rebondi sans danger et ont atterri sur le siège de fenêtre rembourré. Tout cela était complètement ridicule. Depuis quand Elena Gilbert avait-elle peur de rencontrer des gens? Depuis quand avait-elle eu peur de n'importe quoi? Elle se leva et enfonça avec colère ses bras dans un kimono de soie rouge. Elle n'a même pas regardé le miroir victorien élaboré au-dessus de la commode en cerisier, elle savait ce qu'elle verrait. Elena Gilbert, coulée blonde et élancée, le pionnier de la mode, le lycéen, la fille que chaque garçon voulait et chaque fille voulait être. Qui à l'instant avait un air renfrogné inhabituel sur son visage et une pincée bouche. Un bain chaud et un café et je vais me calmer, pensa-t-elle. Le rituel matinal du lavage et de l'habillage était apaisante, et elle traînait dessus, triant ses nouvelles tenues de Paris. Elle a finalement choisi un ensemble au rose pâle et short en lin blanc qui la faisait ressembler à un sundae à la framboise. Assez bien pour manger, pensa-t-elle, et le miroir montrait une fille avec un sourire secret. Ses peurs antérieures s'étaient dissipées, oubliées. Elena, où es-tu? Tu vas être en retard pour l'école. La voix monta légèrement d'en bas. Elena passa une fois de plus la brosse dans les cheveux soyeux et la tira en arrière avec un ruban rose foncé. Puis elle attrapa son sac à dos et descendit les escaliers. Dans la cuisine, Margaret, âgée de 4 ans, mangeait des céréales à la table de la cuisine, et tante Judith était brûlée quelque chose sur le poêle. Tante Judith était le genre de femme qui avait toujours l'air vaguement troublée, elle avait un visage fin et doux et des cheveux clairs et volants repoussés en désordre. Elena lui fit un bisou sur la joue. Bonjour, tout le monde. Désolée, je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner. Mais, Elena, tu ne peux pas simplement partir sans manger. Tu as besoin de tes protéines. Je vais acheter un beignet avant l'école, dit vivement Elena. Elle a déposé un baiser sur la tête de remorquage de Margaret et tourné pour aller. Mais, Elena, et je rentrerai probablement à la maison avec Bonnie ou Meredith après l'école, alors n'attends pas le dîner. Au revoir. Elena. Elena était déjà à la porte d'entrée. Elle la referma derrière elle, coupant les lointaines protestations de tante Judith, et est sortie sur le porche. Et arrêtée. Tous les mauvais sentiments du matin la submergèrent à nouveau. L'angoisse,
la peur, et la certitude que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Maple Street était déserte. Les hautes maisons victoriennes semblaient étranges et silencieuses, comme si elles pouvaient toutes être vides à l'intérieur, comme les maisons sur un plateau de cinéma abandonné. Ils avaient l'air d'être vides de monde, mais plein de choses étranges à regarder. C'était ça, quelque chose la regardait. Le ciel au-dessus n'était pas bleu mais laiteux et opaque, comme un bol géant retourné. L'air était étouffant et Helena était sûre qu'il y avait des yeux sur elle. Elle aperçut quelque chose de sombre dans les branches du vieux coin devant la maison. C'était un corbeau, assis aussi immobile que les feuilles jaunies qui l'entouraient. Et c'était la chose qui la regardait. Elle essaya de se dire que c'était ridicule, mais elle le savait d'une manière ou d'une autre. C'était le plus gros corbeau qu'elle avait jamais vu, dodu et élégant, avec des arcs-en-ciel brillants dans ses plumes noires. Elle pouvait en voir tous les détails clairement, les griffes noires gourmandes, le bec pointu, le seul œil noir brillant. Il était si immobile qu'il aurait pu être un modèle en cire d'un oiseau assis là. Mais alors qu'elle le regardait, Helena se sentit rougir lentement, la chaleur monta par vagues dans sa gorge et ses joues. Parce que c'était, à la recherche à elle. Regardant la façon dont les garçons la regardaient quand elle portait un maillot de bain ou un chemisier transparent. Comme si c'était la déshabillant des yeux. Avant de réaliser ce qu'elle faisait, elle avait laissé tomber son sac à dos et ramassé une pierre dans un côté de l'allée. Sortez d'ici, dit-elle, et elle entendit la colère tremblante dans sa propre voix. Continue. Escapade. Avec le dernier mot, elle lança la pierre. Il y a eu une explosion de feuilles, mais le corbeau s'est envolé indemne. Ses ailes étaient énormes, et elle fait assez de raquets pour tout un troupeau de corbeaux. Helena s'accroupit, paniquée soudainement alors qu'elle battait directement au-dessus de sa tête, le vent de ses ailes ébouriffait ses cheveux blonds. Mais il se redressa et fit des cercles, une silhouette noire sur le ciel blanc comme du papier. Puis, avec un croassement dur, il roula vers les bois. Helena se redressa lentement, puis regarda autour d'elle, consciente d'elle-même. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait juste fait. Mais maintenant que l'oiseau était parti, le ciel se sentait à nouveau ordinaire. Un peu de vent faisait les feuilles papillotement, et Helena prit une profonde inspiration. Au bout de la rue, une porte s'est ouverte et plusieurs enfants sont sortis, en riant. Elle leur sourit et prit une autre inspiration, le soulagement la traversant comme la lumière du soleil. Comment pourrait-elle ont été si stupide? C'était une belle journée, pleine de promesses, et rien de mal n'allait se passer. Rien de grave n'allait se passer, sauf qu'elle allait être en retard à l'école. La totalité la foule l'attendait sur le parking. Vous pourriez toujours dire à tout le monde que vous vous êtes arrêté pour lancer des pierres sur un voyeur, pensa-t-elle, et presque gloussa. Maintenant, cela leur donnerait à réfléchir. Sans un regard en arrière sur le cognacier, elle se mit à marcher aussi vite qu'elle le pouvait sur le rue. Le corbeau s'écrasa au sommet du chêne massif et la tête de Stéphane se redressa par réflexe. Quand il vit que ce n'était qu'un oiseau, il se détendit. Ses yeux tombèrent sur la forme blanche et molle dans ses mains, et il sentit son visage se tordre de regret. Il n'avait pas voulu dire pour le tuer. Il aurait chassé quelque chose de plus gros qu'un lapin s'il avait su à quel point il avait faim. Mais, de bien sûr, c'était précisément ce qui l'effrayait, ne jamais savoir à quel point la faim serait forte, ou ce qu'il pourrait avoir à faire pour le satisfaire. Il avait de la chance que cette fois il n'ait tué qu'un lapin. Il se tenait sous les vieux chênes, la lumière du soleil filtrant sur ses cheveux bouclés. En jean et t-shirt, Stéphane Salvatore ressemblait exactement à un lycéen normal. Il ne l'était pas. Au fond des bois, là où personne ne le verrait, il venait se nourrir. Maintenant il lécha ses gencives et ses lèvres minutieusement, pour s'assurer qu'il n'y avait aucune tache sur eux. Il ne voulait prendre aucun risque. La mascarade allait être assez difficile à réaliser comme elle l'était. Pendant un moment, il se demanda, encore une fois, s'il devait tout abandonner. Peut-être devrait-il retourner en Italie, retour à sa cachette. Qu'est-ce qui lui a fait penser qu'il pouvait rejoindre le monde de la lumière du jour? Mais il était fatigué de vivre dans l'ombre. Il était fatigué des ténèbres et des choses qui y vivaient. Surtout, il était fatigué d'être seul. Il ne serait jamais complètement accepté, bien sûr. Un sourire amer courbait ses lèvres à l'idée. Il savait mieux que d'espérer cela. Il n'y aurait jamais d'endroit où il pourrait appartenir complètement, où il pourrait être vraiment lui-même. À moins qu'il ne choisisse d'appartenir aux ombres. Il repoussa cette pensée. Il avait renoncé aux ténèbres, il avait laissé les ombres derrière lui. Il épongeait toutes ces longues années et recommençait aujourd'hui. Stéphane réalisa qu'il tenait toujours le lapin. Doucement, il le déposa sur le lit de feuilles de chêne brun. Loin, trop loin pour que les oreilles humaines puissent les capter, il reconnut les bruits d'un renard. Viens, frère chasseur, pensa-t-il tristement.
Votre petit déjeuner vous attend. Alors qu'il passait sa veste par-dessus son épaule, il remarqua le corbeau qui l'avait dérangé plus tôt. Il était toujours perché dans le chêne, et il semblait l'observer. Il y avait une erreur à ce sujet. Il a commencé à envoyer une pensée pénétrante à son sujet, à examiner l'oiseau, et s'est arrêté. Se souvenir ta promesse, pensa-t-il. Vous n'utilisez les pouvoirs que si cela est absolument nécessaire. Pas à moins qu'il n'y ait pas d'autre choix. Se déplaçant presque silencieusement parmi les feuilles mortes et les brindilles sèches, il se dirigea vers le bord de l'allée-bois. Sa voiture y était garée. Il a jeté un coup d'œil en arrière, une fois, et a vu que le corbeau avait quitté les branches et tomba sur le lapin. Il y avait quelque chose de sinistre dans la façon dont il déployait ses ailes sur le corps blanc et mou, quelque chose de sinistre et triomphant. La gorge de Stéphane se serra et il revint presque à grands pas pour chasser l'oiseau. Pourtant, il avait autant le droit de manger que le renard, se dit-il. Autant que lui. S'il rencontrait à nouveau l'oiseau, il regarderait dans son esprit, décida-t-il. Tout à l'heure, il s'est arraché les yeux du vu de lui et se précipita à travers les bois, la mâchoire serrée. Il ne voulait pas être en retard à Robert E. Lee lycée.